Je m'adresse aux travailleuses et aux travailleurs, comme l'a fait dans le passé Arlette Laguiller lorsqu'elle a représenté Lutte ouvrière aux précédentes élections présidentielles. Je m'adresse à tous les exploités, ouvriers, employés, techniciens, qui font marcher toute l'économie, mais qui n'ont en contrepartie qu'un salaire dérisoire. Alors que tant de riches parasites, gros actionnaires, spéculateurs, amassent des fortunes sans rien apporter à la collectivité. Je m'adresse à tous ceux dont l'activité est utile à la société. Personnel des hôpitaux et de l'enseignement, chercheurs, mais aussi petits paysans, commerçants et artisans qui n'exploitent qu'eux-mêmes. On nous parle de liberté, égalité, fraternité. Mais dans une société où presque tout se vend et s'achète, pour être réellement libre, il faut être riche. Et quelle est l'égalité et la justice quand les uns passent leur vie au travail pour survivre, alors que ceux qui n'ont rien fait d'autre qu'apporter des capitaux empochent les milliards qu'ils ont prélevés sur l'exploitation? Et quelle est la place de la fraternité dans ce système capitaliste où seul compte la rentabilité et le profit? La crise actuelle aggrave les inégalités, elle aggrave l'exploitation. Pendant que le chômage explosait sur ces 5 dernières années et que les petits boulots occasionnels et mal payés se sont multipliés, les dividendes des actionnaires ont été préservés. Ils ont été garantis. Et mieux même, pour les actionnaires du CAC 40, ils ont augmenté de 31%. Pendant que les salaires stagnaient et que le pouvoir d'achat dégringolait, la rémunération des grands patrons a augmenté de 34%. Ce qui est révoltant, c'est par exemple, dans certaines villes du Nord-Pas-de-Calais, on a justement la misère qui côtoie la richesse. C'est des villes comme Croix, comme Roubaix, où on a ces anciens industriels du textile qui se sont recyclés, qui ont placé leur argent à la bourse, qui ont mis de l'argent dans ces empires comme l'empire Mullier. Et d'un côté, donc, c'est des milliardaires qui ne savent plus quoi faire de leur argent, qui vivent sur un tas d'or. Et de l'autre côté, des quartiers où on voit le chômage qui augmente, qui est maintenant à 20%, 30%. La classe capitaliste profite de son pouvoir absolu sur l'économie pour faire payer la crise par les classes populaires, afin de sauvegarder ses propres revenus et ses profits. Dans l'usine où je travaille, les conséquences du chômage, c'est qu'on est 3000 CDI et il y a 1400 intérimaires. Et les patrons, ils en profitent qu'il y a un chômage massif. Ça se traduit dans l'usine par des conditions de travail qui se dégradent. Le patron, il dit, écoute, si t'es pas content, il y en a des centaines dehors. Et puis, les conditions de travail se dégradent. On travaille plus, alors que d'autres s'enfoncent dans le chômage. Le patronat se sert du chômage comme d'une arme de guerre contre les travailleurs, pour exercer un chantage permanent et faire accepter le blocage des salaires, la flexibilité, la précarité, l'augmentation des cadences. Le premier des combats à mener est contre le chômage, contre les licenciements. Les travailleurs n'ont pas à accepter de payer pour les ratés d'une économie dont ils n'ont jamais tiré profit. Dans cette campagne, je veux dire aux travailleurs que si individuellement, chacun d'entre nous est désarmé devant la puissance de l'argent, collectivement, nous pouvons réagir et changer notre sort. Tous ceux qui veulent lever le drapeau des luttes pourront le dire en votant pour ma candidature. Alors le 22 avril, votez et faites voter pour Nathalie Arthaud. Ma chérie, waouh! Qu'est-ce que tu fais comme ça, là? Tout seul, avec toutes ces bougies? Non. Attends. Non. Arrête. Je lis à la bougie. Je commence à m'habituer. Le candidat du NPA est pour la sortie du nucléaire. Alors s'il passe... Attends, sortie du nucléaire, ça veut pas dire revenir à la bougie. Ah bon? Écoute, Philippe Poutou, il va t'expliquer, lui, comment sortir du nucléaire en 10 ans. Bien sûr que c'est possible. Ceux qui disent que non nous racontent des mensonges. Comment on fait? Et en 10 ans, comme le propose l'NPA, je vais vous le dire. On propose 3 choses. Économie d'énergie, développement des énergies renouvelables, création de centaines de milliers d'emplois. Au NPA, on a un plan argumenté et chiffré qui s'appuie déjà sur tous les progrès scientifiques de ces dernières années. En France, on consomme environ 500 TWh par an en électricité. On propose déjà d'en économiser un quart en 10 ans. C'est facile. Il faut remplacer le chauffage électrique, économiser sur l'éclairage public, supprimer les panneaux de publicité lumineux, imposer des normes sur le froid, mieux isoler les locaux et bien d'autres mesures encore. Et est-ce que c'est possible? Bien sûr. Les Japonais n'ont plus qu'un seul réacteur qui fonctionne sur les 54 qui étaient en service avant Fukushima et ils viennent d'économiser 15% de consommation en une seule année.
Et on n'a pas entendu dire que les importations de bougies ont grimpé en flèche au Japon. Alors les économies, c'est une chose, mais ça ne suffit pas. Ensuite, il faut développer les énergies renouvelables. Et là encore, on a un plan détaillé. On est d'ailleurs les seuls. On propose par exemple de produire 15% de notre consommation actuelle, rien qu'avec les éoliennes terrestres. C'est facile à atteindre en 10 ans et avec un rythme normal. Tous les calculs sont dans notre scénario. Et on propose comme ça de produire avec le solaire les éoliennes marines. Et qu'on ne vienne pas nous dire qu'il n'y a pas toujours du vent ou du soleil. On sait parfaitement aujourd'hui stocker l'électricité et éviter l'intermittence, contrairement à ce qu'on nous raconte. EDF le fait déjà, il suffit d'investir dans les moyens de stockage. Et tout ça, ça coûtera beaucoup moins cher que de construire des nouveaux réacteurs EPR. Et ça créera des centaines et des centaines de milliers d'emplois, toutes les études sérieuses le prouvent. Quant aux travailleurs du nucléaire, aucun ne perdra son travail. Au contraire, car ils pourront choisir soit de se reconvertir dans les énergies renouvelables, soit de participer sur place au démantèlement des centrales et à la gestion des déchets pendant des décennies et des décennies. Sortir du nucléaire en 10 ans, non seulement c'est possible, mais c'est nécessaire pour éviter le risque d'un Fukushima français. Pour nous, ceux qui veulent garder le nucléaire sont tous des irresponsables. Mais au NPA, on n'est pas fou. Même si c'est possible du point de vue scientifique, on sait très bien qu'on n'arrivera pas comme ça à le mettre en œuvre tant que ce seront les capitalistes et le profit qui dirigeront la société. C'est pour ça que ce qu'on propose en premier, c'est un monopole public de l'énergie, géré par les salariés et par les usagers. On propose d'exproprier Total et les grands groupes de l'énergie qui font la loi contre toute l'humanité. Alors si vous voulez vous battre pour notre planète, contre le nucléaire, avec le NPA et toutes les associations anti-nucléaires, ces élections ne suffiront pas. Il faudra manifester pour leur reprendre le pouvoir. Mais en attendant, un vote pour le NPA, le seul parti vraiment anti-nucléaire, eh bien ce serait un encouragement fort pour tous ceux qui veulent lutter, pour tous ceux qui espèrent en une autre société débarrassée du nucléaire. Par notre travail et notre intelligence, nous produisons 2 fois plus de richesses que nous le faisions en 1981. Et pourtant, on ne peut plus aller nulle part dans le pays sans voir des gens dormir sur le trottoir ou dans leur voiture. Il y a 8 millions de pauvres, dont 3 millions de travailleurs. Comment vivre dignement quand on doit se demander si on va payer le loyer ou se soigner, si l'on va nourrir les enfants ou régler la facture d'électricité? Voyons aussi ces femmes, ces hommes obligés de travailler le dimanche ou en horaire discontinu. Comment s'occuper alors des enfants et profiter avec eux d'un peu de bonheur simple? Et que dire des jeunes qui mettent en moyenne plus de 10 ans pour trouver un emploi stable? Si l'on ne pouvait pas faire autrement, peut-être se résignerait-on. Mais ceci n'est pas une fatalité. C'est la conséquence directe du refus des puissants de partager les richesses. En 30 ans, 10 points de ce qui est produit dans notre pays est passé des poches des travailleurs à celles des actionnaires. Cela représente 200 milliards d'euros par an. Avec le Front de gauche, je propose de les récupérer. Dès mon élection, je porterai le SMIC à 1 700 € brut. Cela représente une augmentation de 2 € par heure de travail. Les libéraux nous expliquent déjà que c'est trop, mais qu'ils nous expliquent comment alors on peut vivre avec 1 094 € par mois. Le Front de gauche propose aussi la mise en place d'un salaire maximum. Dans chaque entreprise, le salaire le plus haut ne pourra pas dépasser 20 fois le salaire le plus bas. Cela laisse encore de la marge. Mais pour s'augmenter, le dirigeant devra aussi augmenter celui qui est en bas de l'échelle. Nous voulons enfin créer un revenu maximum autorisé dans le pays. Pas plus de 360 000 € par personne. Une société démocratique ne peut pas tolérer un enrichissement sans limite. L'effort fiscal sera lissé, car il y aura 14 tranches pour l'impôt. Il sera bien progressif, ainsi il ménagera les classes moyennes. Vous le voyez, avec de la volonté, on peut partager les richesses. De l'argent, il y en a. Ce qu'il faut, c'est le mettre au service de tous.
Chère France, je m'adresse à toi, toi qui m'as tout donné, toi que j'ai aimé, choisi et servi toute ma vie. Pendant des années, j'ai combattu en ton nom la corruption, les lobbies et les injustices. Je suis donc une candidate différente des autres. Je suis fière de prendre la suite de René Dumont et de son verre d'eau pour défendre l'écologie. À quoi sert de produire plus si c'est pour vivre moins bien, en détruisant les équilibres naturels, la faune, la flore, l'air, la terre et la mer? Les gouvernements qui se sont succédés, prisonniers du même modèle productiviste, ont tous fait et refait les mêmes erreurs. Sous couvert de renouer avec la croissance, ils ont creusé la dette et n'ont rien anticipé. Ni les risques majeurs du dérèglement climatique, ni les développements de pollution et la mauvaise qualité des aliments qui causent la multiplication des maladies. Chère France, depuis 5 ans, j'ai mal de te voir défigurée par la division, abîmée par le mensonge et la corruption, menacée par les pollutions qui détruisent notre santé. La parole raciste s'est banalisée au plus haut sommet de l'État. Les retraites ont été mises à mal. Le Grenelle de l'environnement a été piétiné. Le chômage a augmenté. Quelle sera la vie de nos enfants si nous ne faisons pas les bons choix, si nous ne prenons pas d'urgence les bonnes décisions? Nous n'avons plus le temps d'attendre. Le vrai changement, c'est l'écologie. Seul un programme de transformation écologique de nos modes de production et de consommation peut sortir notre pays de la crise que nous traversons. Pour créer des emplois, pour aider les PME innovantes, nous engagerons d'urgence la transition écologique. Je lutterai contre le bétonnage et l'étalement urbain. Je préserverai notre biodiversité. Je veux changer de politique énergétique. Qu'on ne vienne pas me dire que le nucléaire est sans danger. À Fukushima, j'ai vu des mères pleurer car ils ne savaient pas comment faire pour nourrir leurs enfants sans les contaminer. Chère France, je veux défendre les droits de chacun. Les personnes de même sexe pourront se marier et adopter. Les sans-papiers seront régularisés. L'égalité entre les femmes et les hommes sera enfin respectée. Chère France, je crois que l'Europe est ton avenir. Je proposerai un nouveau traité européen pour construire enfin une Europe fédérale et solidaire. Madame, Monsieur, vous êtes la France. Je vous propose de reprendre les choses en main, ensemble. Rien de grand ne se fait sans courage, rien de juste ne s'accomplit sans résistance. Vive l'écologie, vive la République et vive la France. Mes chers compatriotes, le quinquennat qui s'achève est un échec. Aucune des promesses faites par le candidat sortant n'a été tenue, sauf pour les plus favorisés. Le chômage est au plus haut, le pouvoir d'achat au plus bas. La précarité est partout, l'égalité nulle part. Je vous propose le changement. Le changement, c'est d'abord le redressement. C'est la maîtrise de la finance. Je la mettrai au service de l'économie. C'est le soutien aux entreprises qui produisent en France, et notamment les PME. Et je créerai une banque publique d'investissement qui accompagnera leur développement. Je conditionnerai les aides à la localisation en France de la production. Je soutiendrai la transition écologique, énergétique, et notamment les énergies renouvelables. Nous en avons besoin. Le redressement, c'est aussi retrouver de la croissance en Europe. Je renégocierai donc le traité européen signé par le candidat sortant et qui aggrave l'austérité. Le changement, c'est aussi la justice. C'est taxer les revenus du capital comme ceux du travail. C'est dissuader les rémunérations indécentes en imposant à 75% les revenus supérieurs à 1 million d'euros. La justice, c'est annuler la hausse de la TVA décidée il y a plusieurs semaines. C'est protéger le pouvoir d'achat en bloquant les prix des carburants pendant 3 mois, en encadrant les loyers,
en allégeant les factures d'eau et d'électricité. La justice, c'est garantir l'accès de tous à la santé, en limitant les dépassements d'honoraires, en renforçant l'hôpital public. La justice, c'est assurer l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. La justice, c'est partir à la retraite à 60 ans quand on a l'ensemble de ses annuités. La justice, c'est aider les familles, et j'augmenterai l'allocation de rentrée scolaire de 25% dès l'été. La justice, c'est garantir la sécurité partout et pour tous. Et je créerai 1000 postes supplémentaires par an dans la police, la gendarmerie et la justice. Enfin, le changement, c'est la réussite pour la jeunesse. L'école sera ma grande priorité, avec la création de 60 000 postes sur 5 ans, le rétablissement de la formation initiale des enseignants. Je lancerai pour l'emploi le contrat de génération, celui qui lie les seniors et les jeunes. Et je créerai 150 000 emplois d'avenir. Le changement, c'est l'exemplarité, au sommet de l'État, dans les comportements, dans les nominations, dans les choix. La justice sera indépendante pour lutter contre la corruption. Les partenaires sociaux seront reconnus, les élus locaux respectés, les associations encouragées, et l'État sera impartial. Je suis socialiste. Je veux rassembler la gauche et les Français. De l'Hexagone comme de l'Outre-mer, autour de ce que nous avons de plus beau, les valeurs de la République, la liberté, l'égalité, la dignité, la laïcité. Je ne prends devant vous que des engagements que je suis capable de tenir. J'ai confiance. Je connais nos atouts. La France est une grande nation. C'est ensemble que nous sortirons de la crise. Le 22 avril, par votre vote, vous pouvez décider de changer. Changer d'avenir, changer de politique, changer de président. Le changement, c'est maintenant. Mes chers concitoyens, l'élection présidentielle, c'est un moment clé, c'est un moment formidable en réalité, parce que c'est celui où un peuple tout entier décide du chemin qu'il va suivre. Ce peuple, c'est vous. Et je suis venu vous dire une chose très simple. Nous, les citoyens français, nous, le peuple français, nous avons les moyens de nous en sortir. Nous pouvons nous en sortir. Il faut concentrer nos efforts, tous les efforts de la nation, tous les efforts du pays, sur des priorités soigneusement choisies. Je vous propose d'abord de recréer des emplois pour les jeunes qui en manquent tant, pour les adultes qui ont charge de famille. Retrouver de l'emploi, c'est choisir un mot d'ordre, c'est produire chez nous, produire en France et consommer français pour soutenir la production du pays. Deuxième priorité, nous devons désendetter la France. Personne n'en parle dans cette campagne électorale et cependant le surendettement d'un pays est aussi grave que le surendettement d'une famille. Alors bien sûr, il y aura des économies à faire, mais il y a tant de gaspillage ou tant de mauvaise organisation que ces économies, nous pourrons les trouver sans porter atteinte aux services qu'on doit rendre aux Français et à leurs familles. Troisième choix, nous devons retrouver l'éducation nationale qui faisait la fierté de notre pays. Alors bien sûr, il y a beaucoup de décisions, il y a beaucoup de réformes à faire, mais j'en propose une que tout le monde comprendra. Tous les enfants, quel que soit leur milieu d'origine, que tous ces enfants maîtrisent la lecture, l'écriture, le calcul et même l'amour de la langue française, alors nous leur offrirons la clé de toutes les réussites ultérieures. Et puis quatrième impératif, sans confiance, il n'y a pas de redressement.
La confiance, ça passe par l'établissement de règles nouvelles et simples qui sont celles de tous les grands pays du monde et que nous avons perdu de vue il y a longtemps. Pour ça, il faut des décisions très simples. Il faut qu'on mette un terme au cumul des mandats. Il faut que les parlementaires soient désormais présents à l'Assemblée nationale et votent en personne et que les votes soient publics. Il faut qu'on reconnaisse le vote blanc. Ces 4 priorités: produire et consommer en France, désendetter le pays, retrouver la meilleure éducation du monde et moraliser la vie publique pour que nous en soyons fiers, c'est le chemin du redressement que notre pays attend et c'est le seul moyen de lui rendre ce mot qui lui manque depuis si longtemps, le mot espoir. Mes chers compatriotes de métropole et d'outre-mer, la France est à un tournant de son histoire. Votre choix sera d'une grande importance. Je crois en la France, en son talent, en son génie, à sa capacité de surmonter les épreuves. Durant ces 4 dernières années où nous avons dû affronter des crises d'une violence inouïe, elle a souffert, mais elle a tenu. Elle a tenu parce que nous avons agi. L'immobilisme nous aurait conduit au désastre. Pour les 5 années qui viennent, ce sont les valeurs du travail, de l'effort et du mérite qui nous permettront d'être plus forts et de reprendre la maîtrise de notre destin. Nous voulons la formation à chaque âge de la vie pour lutter contre le chômage. Nous devons agir pour que tout jeune qui ne poursuit pas des études ait un droit à la formation professionnelle et à l'alternance. Agir pour que tout chômeur qui ne retrouve pas de travail suive une formation et se voit offrir un emploi correspondant à cette formation. Nous devons croire dans l'autorité, parce que l'autorité protège et que ce sont les plus exposés qui en ont le plus besoin. Nous voulons une école où l'autorité du maître et du savoir est reconnue, parce que nous ne pouvons éduquer nos enfants sans un minimum d'autorité, sans un minimum d'exigence, parce que le laxisme ne rend pas service aux enfants. Nous devons agir pour que plus jamais un enfant ne sorte de l'école primaire sans maîtriser la lecture et l'écriture. Nous voulons la responsabilité, qui est la condition et la liberté de chacun, parce qu'il n'y a pas de droit sans devoir. Parce que les droits et les devoirs, c'est la morale de la République. Nous devons croire à la solidarité et refuser l'assistanat. Celui qui travaille doit toujours gagner davantage que celui qui ne travaille pas. Nous devons agir pour que la République exige la connaissance du français et le respect de nos valeurs avant de pouvoir entrer sur le territoire. Agir en divisant par 2 le nombre d'étrangers que nous accueillerons dans les 5 années qui viennent. Agir pour obliger l'Europe à changer en exigeant qu'elle défende ses frontières, en luttant contre les délocalisations, en imposant la réciprocité dans les échanges commerciaux, en refusant d'ouvrir nos marchés tant que les autres ne l'auront pas fait, et en réservant nos marchés publics aux entreprises qui produisent en Europe. Agir comme nous l'avons fait pour sauver notre système de retraite. Agir pour réduire nos dépenses et nos déficits. Agir en adoptant une règle d'équilibre obligatoire pour nos comptes publics pour les 5 années qui viennent. Mes chers compatriotes, c'est en restant fidèles à nos valeurs, c'est en agissant que nous construirons une France forte, capable de protéger les Français et de leur rendre la maîtrise de leur destin. La France est grande, c'est cette France que je veux construire avec vous. J'ai besoin de vous. Le chômage, la pauvreté, les impôts, la dette, l'insécurité ont explosé. Chaque gouvernement a laissé la France dans un état pire qu'il ne l'a trouvé.
Les gouvernements font semblant de gouverner. Les gouvernements ont abandonné le pouvoir. Ils l'ont abandonné à des autorités non élues. Ils l'ont abandonné à Bruxelles. Ils l'ont abandonné auprès des marchés financiers. Ces puissances de l'argent qui ont capturé notre électricité, notre gaz, nos autoroutes, notre compagnie pétrolière. Je m'appelle Nicolas Dupont-Aignan. Je suis marié à Valérie et père de 2 filles. Depuis 17 ans, je suis maire de la ville de Hyères, dans l'Essonne. Je suis gaulliste, député depuis 15 ans. Ma différence, je n'ai jamais accepté aucune des compromissions des grands partis. Je n'ai jamais tenu un double langage vis-à-vis de mes compatriotes. J'ai toujours voté dans l'idée que je me fais de l'intérêt général. J'ai souvent résisté quand les autres députés obéissaient aux consignes de leur parti. C'est cette liberté et cette indépendance qui me permettent de vous parler aujourd'hui en toute sincérité, de vous dire une vérité que d'autres vous cachent, cette triste vérité. Nos gouvernements successifs ont peu à peu abandonné les pouvoirs du peuple français à des bureaucrates non élus et aux marchés financiers. La monnaie, le contrôle de nos frontières et maintenant l'impôt. Avant d'écouter les belles paroles des uns et des autres, souvenez-vous simplement de leurs actes. Gauche comme droite, ils ont signé tous les traités européens qui sont à l'origine de notre déclin. Et ils se plaignent des effets de leurs décisions. Ils se plaignent de la montée des extrêmes et de l'abstention. Maintenant, notre pays est au pied du mur. Le choix n'a jamais été aussi simple pour la France. Soit nous restons sur la voie tracée depuis 30 ans, et pour survivre dans la mondialisation, nous alignons nos salaires sur ceux de l'esclavage humain en Chine. Bien qu'ils se refusent à l'admettre, c'est le choix des candidats du passé. Soit nous disons stop et nous appliquons un protectionnisme intelligent face aux pays qui ne respectent pas les règles du jeu. C'est mon choix, car je me refuse à détruire un modèle social qui fait notre fierté. C'est pourquoi je suis candidat à la présidence de la République. Candidat pour rendre à la France sa liberté d'agir. Notre pays a des atouts. Si nous décidons par nous-mêmes, nous pourrons sortir de la crise. Oui, nous pourrons relocaliser l'emploi, défendre le pouvoir d'achat, reconstruire l'école pour tous, assurer la sécurité des Français, faire vivre nos services publics sur tout le territoire de métropole et d'outre-mer, rassembler les Français autour de nos belles valeurs républicaines. Tel est mon projet. Et c'est au premier tour, le 22 avril, que vous pourrez exprimer vos convictions, que vous pourrez peser pour changer les choses dans notre pays. Aujourd'hui, nous sommes peut-être un peu plus petits que les autres, mais l'arbre est planté bien plus droit. Il est enraciné dans les profondeurs du pays. L'arbre de la liberté et du rassemblement des Français. L'arbre de la démocratie au service de l'intérêt général. Alors, oui, reprenez le pouvoir pour l'amour de la France. Vive la République, vive la France! Je pense que les autres riront moins quand ils verront, peut-être cette fois, peut-être bientôt, en tout cas très vite, qu'une crise financière, qu'un krach financier international, une désintégration du système financier et monétaire se produira. J'aurais été celui qui l'a dit, et à ce moment-là, je pense qu'on me regardera d'une autre manière, avec une autorité certaine. Aujourd'hui, ceux qui détiennent ou servent le pouvoir reconnaissent que j'ai prévu la crise en 1995. Ils ne veulent cependant pas que le peuple le sache et s'efforcent de troubler le jeu, car ils craignent que le médecin, qui a donné le bon diagnostic, fournisse les solutions qui les gênent et que mes idées mobilisent les exploités et les excluent. Nous sommes prisonniers d'une oligarchie financière qui détruit partout l'économie productive et engendre le saccage social. C'est le monde de la City et de Wall Street. Nous devons en sortir, vite. C'est l'enjeu principal de cette élection présidentielle, et c'est celui que je porte. Alors, comment faire? Ne plus renflouer les banques qui ont joué sur les marchés financiers, ne plus payer leurs dettes de jeu, mais au contraire, protéger les fonctions de crédit, d'épargne et de dépôt. Mais bien plus, il faut un système de crédit productif avec une banque nationale et un établissement public d'investissement qui finance l'économie du futur, les technologies les plus denses, c'est-à-dire celles avec lesquelles on peut produire davantage, par être humain, par unité de surface,
et par matériel apporté. Alors oui, on pourra créer les conditions de la justice sociale. On pourra créer les conditions dans lesquelles la science sert les générations futures. Je suis ici proche de Fessenheim. Il faut maintenir cette centrale, mais comme piste de décollage, comme socle de ces technologies du futur, de technologies du nucléaire, de l'avenir, jusqu'à la fusion thermonucléaire contrôlée en passant par les réacteurs de la 4e génération. Évidemment, ma démarche suppose qu'on sorte d'une écologie verte et qu'on rentre dans une écologie humaine, une vraie écologie, fondée sur la responsabilité de l'homme vis-à-vis de la nature, pour offrir à chacun d'entre nous les moyens de maîtriser nos vies. Mettre le service public au cœur des quartiers populaires et des zones périurbaines. Organiser des transports publics rapides, banlieue, banlieue, et offrir le mieux vivre aux handicapés et aux exclus. Cette culture de la vie, cette culture de changer la vie, a besoin de mobiliser les technologies les plus avancées, car il n'y a pas d'issue qui ramène au passé. Cela s'appelle la solidarité et le progrès. Mon engagement est de les faire avancer du même pas, pour construire une économie humaine, réellement humaine, sans laquelle il ne peut pas y avoir d'avenir. Mes chers compatriotes, j'aime la France. Oui, j'aime la France de toutes mes forces et de tout mon cœur. Et même s'il semble dépassé ou ringard de le dire aussi clairement aujourd'hui dans le monde politique, je le dis et l'assume pleinement. Pour cette raison, je ne peux accepter de voir notre pays privé peu à peu de sa liberté et de sa souveraineté au profit de technocrates qui se croient au-dessus des peuples et de la démocratie. Je crois en l'Europe, mais je ne crois pas à l'Europe de Bruxelles. Parce qu'elle fait trop de mal à notre pays, trop de mal à nos travailleurs, à nos retraités et à nos services publics. Cette Europe a dérivé vers une forme de pouvoir oligarchique de plus en plus antidémocratique qui bafoue nos lois nationales et profite toujours aux mêmes, les plus gros et les banques. De la CGT au MEDEF, de la gauche à la droite, tous sont pour cette Europe de la ruine. Pas moi. Je n'aime pas les dogmes et les idéologies. Je veux que nous ayons confiance dans notre pays, qui est la 5e puissance mondiale. Oh, je sais que nos élites de gauche et de droite ne croient plus en la France. Je sais qu'ils ont même largement supprimé l'apprentissage de l'histoire de France à l'école. Mais je ne suis pas de leur bord. Moi, je crois en la France, je crois en nos talents, et je veux la remettre debout. Et pour cela, je fais plusieurs propositions concrètes. Je réorienterai en profondeur la construction européenne, vers une Europe raisonnable et utile. Une Europe des nations libres, qui se relancera dans les grands projets stratégiques en remettant à plat les traités européens qui touchent à nos intérêts vitaux. Je veux une Europe qui protège, et non l'Europe de Schengen et de l'ouverture totale des frontières. Ensuite, je redonnerai une voix à la France. La France est écoutée quand elle dit autre chose, quand elle sort du lot, quand elle sait affirmer sa liberté par rapport aux États-Unis et aux empires de toutes sortes. Souvenons-nous du nom glorieux de la France à la guerre en Irak. La France quittera le commandement intégré de l'OTAN et définira une politique étrangère indépendante fondée sur l'amitié entre les peuples et le respect des souverainetés nationales. Nous cesserons les aventures militaires coûteuses et contre-productives hors de nos frontières. Je pense par exemple à la guerre en Libye, que seul j'ai dénoncée et qui a porté au pouvoir les djihadistes et la charia. Je renouerai avec la francophonie pour défendre notre langue nationale. Je porterai le budget de la défense à 2% du PIB d'ici 2017. Je crois qu'il faut reconstituer un lien fort entre notre armée et la nation et qu'il est très imprudent de nous désarmer. Je suis d'ailleurs favorable à la construction d'un 2e porte-avions et à l'instauration d'un service militaire obligatoire pour les filles et les garçons. Oui, mes chers compatriotes, je veux défendre la France et construire une Europe utile et non une Europe qui bride, qui enfonce et qui punit. Et parce que j'aime la France, je donnerai instruction pour que notre drapeau tricolore flotte en permanence sur nos bâtiments publics. Le temps de la fierté est revenu.